L'homme passe sa vie à raisonner sur le passé, à se plaindre du présent et à trembler pour l'avenir. Se plaindre est toujours la non-acceptation de ce qui est. Invariablement, cela porte une charge négative inconsciente. Lorsque vous vous plaignez à plein temps, il ne vous arrive rien de bon. Subissez la situation et acceptez-la tout en travaillant à de jours meilleurs. Ayez constamment à l'esprit que pendant que vous respirez en ce moment, des personnes dans le monde vivent une situation pire que la vôtre ou prennent leur dernier souffle de vie. C'est pourquoi il faut arrêter de se plaindre et apprendre à vivre sa vie avec ce que l'on a malgré les vicissitudes. Rien n'est éternel dans ce monde, même vos problèmes ont une date d'expiration. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce 25 mars 2024. Juste après, vous aurez droit au bulletin matinal d'information qui est présenté par Nansrine Fatoumbi. Elle fera le point de l'actualité au Sénégal et également de la 5e Assemblée générale ordinaire de l'Assemblée professionnelle des médiateurs du Bénin qui s'est tenue à Cotonou le samedi dernier. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette condamne une veuve à une peine de 24 mois de prison ferme. On en parlera notamment dans le bulletin matinal d'information. En sport avec Anaël Dou, le champion d'Afrique, la Côte d'Ivoire, se fait accrocher par le Bénin en match amical, score final 2 buts partout. La 9e journée de la Super League Pro s'est jouée ce week-end avec à la clé divers résultats. Cela sera au menu de la page des sports présentée par Anaël Do qui nous reviendra juste après pour les prévisions astrologiques. La définition du jour de ce matin est présentée par Francis Fahmy. Il nous fait découvrir ce matin l'expression être un cordon bleu. Atifa Olafa, dans sa rubrique Trucs et astuces, nous fait découvrir ce matin 5 astuces pour détecter un bijou, s'il est en or ou pas. En fin d'émission, j'aurai 2 rubriques, notamment le panel de discussion avec Carles Kitome, Kanté Amoussou, Atifa Olafa et Nansrine Fatoumbi. Ce jour, on parle des perturbations du réseau Internet qui y a quelques jours dans plusieurs pays. Et juste après, en fin d'émission avec Billy Guy Laibi, on reçoit pour vous le promoteur du groupe de presse ESAE, Clément Adeoti Adéchian, qui aura opiné sur l'actualité politique nationale, l'actualité au Sénégal et l'actualité en Russie. Voilà l'ossature de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin comme à l'accoutumée par la manchette de l'Informateur qui nous titre ce matin en manchette « Suscitation de candidature au sein de la mouvance présidentielle ». La guerre des clans continue, fait observer Le Canard. Le journal illustre son titre avec les photos de Olivier Bocor et de Johannes Dayon. L'article à retrouver en page 3. En deuxième de titre, on peut lire ce matin « Répression des infractions au code de la route ». Des partis
partis politiques donnent de la voix. Retrouvez leurs diverses opinions dans les colonnes de la livraison de ce lundi. Participation à la 60e Biennale d'art contemporain de Venise, le Bénin dans le circuit de la scène artistique mondiale. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, dividendes démographiques, parenté responsable, journalistes et enseignants renforcés par Suide Bénin. À l'oreille droite, journal école, journée FIFA 2024, Bénin Côte d'Ivoire 2-2, une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle du code électoral modifié et complété. L'analyse politico-économique du professeur Albert Honlonkou est publiée à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, phase 2 du projet Équité au Bénin, la FD et Enabel signent une convention. Les précisions sur la dite convention en page 5. Fraternité, ce matin en manchette, parle de la réouverture des frontières avec le Niger. Le Nigeria validé, le Bénin en sursis. Retrouvez l'état des lieux à la page 3. Journée FIFA, Côte d'Ivoire contre Bénin 2-2. Un résultat trompe-œil, 9 matchs sans victoire et à la disette de Rock se poursuit. Retrouvez des précisions sur l'article en page 2. Le matinal ce matin en manchette parle de construction sans permis de construire à Cotonou, mise en garde contre les maîtres d'ouvrage têtus. La mairie menace de sévir. Retrouvez le communiqué rendu public à l'occasion en page 3. Violence, discourtoisie et rançonnement. La hiérarchie policière appelle à la dénonciation. Toujours à la une de le matinal de ce matin, sortie pédagogique au lycée technique agricole KDK. Les apprenants élargissent leurs horizons. Matin libre ce matin en manchette. Kamel Ouassangari sur zone franche. Patrice Talon, c'est fini, a-t-il laissé entendre au cours de cet entretien. Retrouver des précisions, notamment un compte rendu à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Le potentiel parle du lancement du mouvement bâtisseur engagé pour le développement le week-end écoulé à Savalou. Bed Bénin, Patrice Hongla, l'artisan d'un creuset politique fort. Le conseiller César Djogblenourou et d'autres leaders s'engagent pour la cause de la 9e circonscription électorale. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce lundi, en visite à la zone industrielle de Glodjigbe. Adigat Matisse sort séduite par les investissements en cours. La ministre salue les réformes économiques entreprises par le président Patrice Talon et lance un vibrant appel aux investisseurs. Nord-Sud quotidien, ce matin manchette, parle de restauration. Le décret qui réorganise le secteur est à retrouver à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, Eaux, forêts et chasse, 4 agents mis à la retraite d'office rappelés, des précisions en page 8. Nous passons à présent à Bénin Intelligent, permis de construire au Bénin, mode d'emploi à découvrir en page 3. L'événement précis, Maître Jacques Migan, suite à la promulgation du code électoral, je cite, les suscitations de candidatures, c'est terminé, fin de citation. Le Bloc républicain draine ses militants de la 19e circonscription électorale vers les 20% exigés par la loi. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, guichet unique de mobilisation et de sécurisation des recettes. Le président de l'Association nationale des communes du Bénin et maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, satisfait des résultats. À Djougou, retrouvez le point de cette activité à la page 6. Le quotidien d'Abaro ce matin en manchette, nouveau code électoral au Bénin. Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, MPL, Mouvement populaire de libération, Renaissance nationale RN, Moël Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, RE Restaurer l'espoir, vers une mort prématurée, s'interroge le journal. Nous bouclons ce matin avec le Télégramme qui titre ce matin en manchette, renvoyé à la retraite forcée, 4 agents des eaux, forêts et chasse rappelés pour reprendre service. Des agents des eaux, forêts et chasse promus au grade supérieur, des précisions à retrouver en page 7. Rémunération des femmes au foyer, Madame Huguette Bokpe-Yankadia s'explique ce que dit le code de la famille est à retrouver à la page 12 de la parution de ce matin du journal. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin sur ESAE TV. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.
Le bulletin matinal d'information avec Nasrine Fatoumbi. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être à mes côtés ce matin. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je rentre. Pareil à vous, Analdo. Très bien. Bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là pour la page des sports. Nasrine Fatoumbi, on démarre ce bulletin matinal d'information avec l'actualité au Sénégal. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour au Sénégal. Plus de 7 millions de la population étaient appelés aux urnes ce dimanche pour élire le 5e président de la République lors d'un scrutin indécis organisé à l'issue de plusieurs semaines de crise politique. Ce dimanche 24 mars, le jour de vote s'est déroulé dans le calme. Les résultats officiels globaux provisoires sont désormais attendus au plus tard le vendredi 29 mars 2024. En cas de second tour, celui-ci sera organisé le deuxième dimanche suivant la proclamation par le Conseil constitutionnel des résultats définitifs du premier tour. Notons que la présidence de Macky Sall prend fin le 2 avril prochain. Revenons au Bénin où la 5e Assemblée générale ordinaire de l'Assemblée professionnelle des médiateurs du Bénin s'est tenue à la salle polyvalente de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin le samedi 23 mars dernier. C'est bien cela, les membres de l'Association professionnelle des médiateurs du Bénin tiennent au respect de leurs tests statutaires. Ils ont tenu leur Assemblée générale ordinaire le samedi 23 mars à la salle polyvalente de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. La 5e Assemblée générale ordinaire a été consacrée à l'examen des rapports moraux, financiers et d'activité de l'exercice 2023, à l'élection de 2 nouveaux membres au sein du bureau exécutif et à l'intégration de 7 nouveaux membres. Le directeur des examens et concours a procédé à la réouverture des inscriptions en ligne des candidats à l'examen du BEPC session de juin 2024. C'est exact. À travers une note de service en date du samedi 23 mars 2024, le directeur des examens et concours informe les chefs d'établissement de la réouverture de l'inscription en ligne des candidats à l'examen du brevet d'études section de juin 2024. Cette dérogation spéciale d'inscription est accordée à compter du samedi 23 mars au lundi 25 mars 2024 à minuit. La CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, a condamné une veuve à une peine de 24 mois de prison ferme. C'est bien cela, prison ferme pour une veuve reconnue coupable pour détention et cession de chanvre indien. La prévenue qui s'adonnait à l'activité de vente de chanvre indien dans la commune de Ouessé est une récidiviste. Autrefois, condamnée par le tribunal d'Abomey à l'audience, elle a déclaré que l'activité lui permettait de joindre les 2 bouts depuis le décès de son époux. Le ministère public avait requis contre elle une peine de 24 mois de prison, dont 6 fermes. La Cour, dans son verdict, n'a pas suivi les réquisitions du ministère public. Elle a condamné la veuve à 24 mois de prison ferme et 2 millions de francs CFA comme amende. Notons que le conducteur de taxi-moto qui l'a transporté au moment de son interpellation est également poursuivi. Quelques autres informations pour meubler ce bulletin matinal d'information. C'est bien cela, Abdelkader. L'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau a organisé un cercle de réflexion le jeudi 21 mars dernier sur le thème la coopération sous-régionale et les problèmes du terrorisme et d'insécurité au Bénin. Plusieurs personnalités politiques ont marqué de leur présence cette activité. Le reportage avec Anel Dou. L'Institut des artisans de justice et de paix, Champ d'Oiseau, IAJPCO, boucle les travaux de sa première thématique trimestrielle de l'année 2024. Réunis en cercle de réflexion dirigé par les professeurs Maxime Dacruz, Idjen Kakaï et Monique Wassakwaro, les participants ont mûri des réflexions sur la thématique, la coopération sous-régionale et les problèmes du terrorisme et d'insécurité au Bénin. Les différents cercles de réflexion ont produit des rapports riches sur la thématique. En termes d'obstacles, nous avons observé qu'il n'existe pas réellement une coopération entre les États et les obstacles que nous avons dégagés sont entre autres le cloisonnement géolinguistique. Nous avons aussi noté la fragilité structurelle des États. Nous avons pris l'exemple du Nigeria et du Boko Haram. Nous avons soulevé, entre autres, le manque de concertation, d'accords communs entre les États à aborder les questions de terrorisme. Si l'on sait ce qu'est le terrorisme, qu'en est-il de sa provenance? Surtout lorsqu'on sait que nos pays de la sous-région sont formés presque des mêmes groupes ethniques. Comment nous entendre pour comprendre que le danger est commun? Ce sera donc l'atout. Malheureusement, la politique de la sous-région n'est pas encore une politique qui unit. Il va falloir travailler à trouver un terrain commun d'entente
qui favoriserait la lutte contre le fléau. Ce qu'on constate, si on prend le cas de Materi, qui est un pays frontalier avec le Burkina Faso, une zone où le terrorisme sévit, la coopération n'est plus nette, n'est plus comme avant, mais ça s'est accentué avec le changement de régime au niveau de ces États-là. Donc on souhaite qu'il faut redéfinir la coopération. Monique Wassakwaro, conférencière principale du jour, a exposé les fruits de ses recherches sur la thématique. L'impact est très visible sur le terrain et la souffrance des populations aussi. Et d'habitude, on sait bien que le Nord, on dit, c'est le grenier du pays. Mais avec cette menace terroriste, les impacts sont très grands. Il y a la famine. Déjà, nous sommes en mars, mais le sac de maïs est à 25 000. Allez au marché de Natitengu, de Tangueta, de Materi, à Kandi, à Malanville, même à Parakou. Ici à Cotonou, j'ai demandé cet après-midi, c'est 350 francs le kilo de maïs, 350 francs le kilo de gari. Donc, vous voyez déjà les ramifications sur les familles les plus vulnérables, dans les ménages et désormais ce que ça peut entraîner. Donc, d'ici peu, nous craignons des conflits liés même à la famine. Son exposé n'a laissé insensibles les différents acteurs politiques qui ont participé au débat. Cette thématique trimestrielle se referme, laissant ainsi une autre au cœur des débats à partir du mois d'avril. Chaque citoyen est l'État. L'État, ce n'est pas une institution centrale, mais l'État, c'est chacun de nous. Nous allons poursuivre les réflexions le mois prochain avec un thème nouveau pour le second trimestre de l'année 2024. Le thème est le suivant: l'économie mondiale et les défis de la coopération internationale dans les pays africains. Le conférencier est le docteur Benjamin Kourovi Dako. Les différentes réflexions renforcent les connaissances et permettent d'éclairer les citoyens béninois et d'ailleurs une œuvre salutaire à l'actif de l'Institut des artisans de justice et de pêche d'oiseaux. Pour finir, après le drame à la plage de Fidrosset, le bureau de l'association des parents d'élèves du CEG Fillon a mené les démarches pour retrouver les corps des élèves victimes de noyade le vendredi 22 mars dernier. Avec l'aide des pêcheurs, un premier corps a été retrouvé sur la surface de la mer le samedi 23 mars 2024. Le second corps a été retrouvé ce dimanche. Les deux corps ont été déposés à la morgue. Pour rappel, 8 élèves en classe de seconde ou CEG Fillon se sont rendus à la plage pour se détendre. Ils ont enlevé leur tenue kaki afin de se baigner. La mer a donc emporté 2 d'entre eux. Merci à vous, Nansrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve juste après les rubriques suivantes pour notamment le panel de discussion. Merci à vous, vous restez avec moi. On va suivre à présent Aneldo pour la page des sports. Anel Do, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour Abdelkader Achiro. Le champion d'Afrique, la Côte d'Ivoire, se fait accrocher par le Bénin en match amical, score final 2 buts partout. Effectivement, la Côte d'Ivoire a fait son retour sur le terrain après son triomphe à la Coupe d'Afrique des Nations en février dernier, mais n'a pu décrocher qu'un match nul face aux Guépards du Bénin lors de leur match amical le samedi 23 mars 2024. Malgré un début prometteur, les Ivoiriens ont été menés au score à 2 reprises par le Bénin avec un doublé d'Olaïtan. La Côte d'Ivoire a su revenir à égaliser à chaque fois grâce à des buts de Gradel et de Diakité. Le match a été marqué par l'émouvante sortie de Mas Gradel qui a disputé ainsi son dernier match en sélection nationale. Le Bénin sera encore à l'assaut demain mardi 26 mars 2024, cette fois avec le Sénégal.
La 9e journée de la Super League Pro s'est jouée ce week-end avec à la clé divers résultats. Le 9e acte de la Super League professionnelle saison 2023-2024 s'est déroulé ce week-end. Comme à l'accoutumée, 8 rencontres se sont disputées. Le duel entre le champion en titre Coton Football Club et son vice-champion Loto Popo s'est soldé sur le nul, 1 but partout. Les hommes de Banigansé se sont imposés 1-0 face à Aema Football Club. Une défaite qui va coûter cher aux hommes de Pobé, puisque selon des sources proches du club, le staff technique se serait fait limoger juste à la fin de la rencontre. Nous en saurons davantage dans les prochaines heures. Dans les autres rencontres, Aspac s'est incliné devant Dadje Football Club, 0 but contre 1. Une 5e victoire de suite pour les hommes du Koufo. Dynamo d'Abomey s'est par contre imposé dans la cité 3-1 face à l'AS Cotonou. Descente aux enfers pour les requins de l'Atlantique qui encaissent 3 buts de Espoir de Savalou ici à Cotonou contre 0 inscrit. Damissa Football Club réalise la bonne opération à domicile avec une victoire 2-0 face à la JSP. Match nul, 1 but partout entre Sobemap Football Club et les Cavaliers de Niki. Dernière rencontre nulle et vierge entre l'AS Takouné et les Dragons de l'Ouémé. Les résultats de la 9e journée de la Super League Pro ont apporté des changements au classement général. Effectivement, les hommes du Koufo règnent sur la Super League professionnelle à la fin de cette 9e journée. Profitant du match nul de Loto Popo, Dadje Football Club avec ses 19 points est désormais leader du classement. À la 2e place, Banigansé avec 19 points également. Le leader déchu, Loto Popo, se retrouve à la 3e place du classement avec seulement 1 point de moins que les leaders. Les manutentionnaires de l'AS Sobemap sont au pied du podium avec 15 points, suivis des Dragons de l'Ouémé, de Espoir de Savalou et de Dynamo d'Abomey. Les champions en titre de Coton Football Club peinent dans le ventre du classement avec seulement 13 points. Au classement, Coton Football Club est 8e. Même dans le bas du classement, il y a eu également des changements. La dernière place est désormais occupée par l'association sportive du port autonome de Cotonou, Aspac. Les inscriptions sont toujours ouvertes pour la 6e édition de la formation des jeunes officiels. Le ministère des Sports, à travers l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, annonce la tenue de la 6e édition de la formation des jeunes officiels du 2 au 6 avril 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Cette formation entièrement gratuite s'adresse aux jeunes élèves de la classe de 6e à la classe de terminale intéressés. Les inscriptions sont encore ouvertes et se dérouleront jusqu'à la soirée de ce lundi 25 mars 2024. Les candidats peuvent s'inscrire auprès des responsables de leur établissement ou de la direction départementale des sports de leur localité. Les sessions proposées pour cette édition sont les suivantes: jeunes reporters sportifs, jeunes arbitres de football, jeunes arbitres de basketball et jeunes secouristes. Merci à vous, Alain Eldo, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci à vous, une fois encore à vous, Nasrine Fatouri. On se retrouve tout à l'heure dans le panel de discussion. Chers amis internautes, à présent, je vais installer Francis Fahami et Atifa Olafa, respectivement, pour les rubriques définition du jour et trucs et astuces. La définition du jour avec vous, Francis Fahami. Bonjour. Bonjour à vous. Vous avez passé un excellent week-end? Ça peut aller. Ça peut aller. Atifa Olafa, pareil? Pas mal. Bonjour. Bonjour, Abdelkader. J'espère que vous portez bien. Très bien. Alors, Francis Fahami, ce matin, vous nous faites découvrir l'expression « être un cordon bleu ». En effet, Oprah Winfrey disait « La vraie cuisine est une forme d'art, un cadeau à partager ». À toutes et à tous, bonjour. Être un cordon bleu signifie être très bon cuisinier. À l'origine, cette expression n'a pourtant rien à voir avec les petits plats, puisqu'elle trouve sa référence dans les guerres des religions. C'est en 1578, sous l'Ancien Régime et pendant les guerres de religion, qu'Henri III constitua l'Ordre du Saint-Esprit. Cette organisation catholique destinée à lutter contre les protestants rassemblait des hommes mûrs,
de plus de 35 ans issu de la noblesse. Ce fut le premier ordre de la monarchie française et aussi le plus prestigieux. Ces chevaliers portaient la croix de Malte, symbole honorifique accroché à un ruban bleu. Cette distinction fut abolie à la Révolution pour laisser place à la Légion d'honneur instaurée en 1802 par Napoléon Bonaparte. Néanmoins, le symbole de cordon bleu a continué de représenter une distinction suprême dans l'aristocratie française à travers les siècles. Cela devint même une métaphore faisant référence à la supériorité, à la grandeur des hommes, à la grandeur des personnes citées dans un domaine. Au XVIIe siècle, un poète qui lognait l'Académie française réussit à les séduire en qualifiant l'Assemblée de cordon bleu des beaux esprits. Il fut admis alors illico. Certains disent que la référence culinaire revient également à l'ordre du Saint-Esprit, car les porteurs du cordon bleu avaient pris pour habitude de se réunir comme un club de gourmands afin de cultiver l'art de bien manger et de bien boire. C'est sûrement de cette anecdote que s'est inspirée la journaliste Marthe Distel. En 1895 plutôt, elle publie le premier journal de cuisine, La Cuisinière Cordon Bleu, qui rencontre un grand succès. Elle ouvre ensuite les écoles Le Cordon Bleu, très réputées aujourd'hui pour leur apprentissage de l'art de vivre à la française. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à bientôt. Merci à vous, Francis Famille. Êtes-vous un cordon bleu? Bon, je pense que je me débrouille quand même, mais de là à dire que je suis un cordon bleu, je pense que c'est un peu exagéré. Donc vous êtes un cordon noir? Non, pas noir, mais vert? Disons violet, ça se rapproche un peu plus. Violet, ça se rapproche un peu plus. À Tifo la fin, vous avez connu un cordon bleu? Non, jusque-là, pas encore. Et votre mère? Ma mère? Oui. C'est une bonne cuisinière, mais pas un cordon bleu. Et vous-même? Moi-même, non. Je ne suis pas un cordon bleu. Pourquoi? Je dirais cordon bleu, c'est plus pour les chefs cuisiniers, les gens qui ont eu à faire des écoles de cuisine. Mais il y en a qui n'ont pas fait des écoles de cuisine qui sont de vrais cordons bleus. Bon, j'ai pas encore eu la chance de rencontrer, mais voilà. Ah, il y a ces moments au village qui vous donnent toujours envie d'aller au village parce que leurs plats sont très succulents, très agréables. Possible. Ouais. Vous n'avez jamais goûté un plat de Francis? Oh. Non. Et je vous n'êtes pas tenté? Même pas de goûter. Vous n'êtes pas tenté? Non. Pourquoi? Pas du tout. Pourquoi? Il ne m'inspire pas confiance. Il vous inspire confiance? En tout cas, sur ce côté-là. Il vous inspire pas confiance comment? Vous avez peur de quoi? Que ce soit trop salé ou bien intoxiqué? Ou moins salé? Trop salé. Trop salé. Mais en dehors de ça? Je préfère pas. À Tifo à la fin, on se retrouve jusqu'à pour le jingle suivant pour les trucs et astuces. Bonjour à nouveau à Tifo à la fin. Bonjour Abdelkader. Alors ce matin, on découvre 5 astuces faciles à suivre pour savoir si un bijou est en or. C'est bien cela. À nouveau, amis internautes, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver ce lundi. On nous arrive parfois de remarquer des personnes qui se couvrent de plein de bijoux et on se demande si c'est de vrais bijoux ou pas, que ce soit en or ou en argent. On est quand même curieux de savoir si cette personne porte du vrai. Aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement aux bijoux en or. Vous venez d'acquérir une pièce qui présente toutes les caractéristiques d'un bijou en or, que cela soit une acquisition aux enchères, un héritage ou une pièce que vous avez reçue. Le bijou que vous avez entre les mains pourrait être en or plaqué ou en or véritable. Pour savoir si votre bijou est en or véritable ou non, ou en or plaqué, voici toutes les astuces à tester. Première astuce, on a la technique de l'aimant. C'est sans doute le test le plus facile à réaliser pour savoir si un bijou est en or ou pas. Pour cela, il vous suffit de vous munir d'un aimant et de l'approcher de votre bijou. L'or n'étant pas magnétique, il ne devrait pas être attiré par l'aimant. Mais si c'est le cas, eh bien, vous avez la preuve que votre proche ou votre ami ou vous-même ne portez pas du vrai or. En second lieu, on a la technique de la javel. Pour cela, vous allez remplir un petit bocal de javel et laisser votre bijou là-dedans toute une journée. Si celui-ci présente des marques d'oxydation, c'est qu'il n'est pas en or véritable. En troisième lieu, on a la technique de la céramique pour reconnaître un bijou en or. Pour ce nouveau test, il vous faut un objet en céramique auquel vous ne tenez pas, bien évidemment. Vous allez frotter votre bijou contre la surface en céramique. Si celui-ci laisse des traces noires, c'est qu'il n'est pas
en or véritable. Quatrième astuce, c'est la technique du chiffon à polir. Munissez-vous d'un chiffon à polir conçu spécialement pour l'or que vous pouvez trouver par exemple chez un bijoutier. Si en frottant votre bijou, ce dernier perd de sa couleur, c'est qu'il n'est pas en or véritable. À l'inverse, un bijou en or véritable brillera encore davantage au contact de ce chiffon spécial. L'ultime technique est celle du poinçon. Qu'est-ce que c'est? Le bijou en métal précieux comme l'or doivent être marqués d'une signature appelée poinçon dont la forme correspond au pourcentage d'or présent dans la pièce en question. Vous trouverez généralement un losange avec un chiffon inscrit à l'intérieur. Généralement un losange avec un chiffre inscrit à l'intérieur, mais cela peut aussi prendre une autre forme comme celle d'un aigle, soit 18 carats, d'une coquille, soit 14 carats, ou d'un trèfle, 9 carats. Si votre bijou n'a pas de poinçon, cela peut vouloir tout simplement dire qu'il n'est pas en or véritable. Cependant, cette technique n'est pas totalement infaillible puisque des bijoux vintage peuvent être en or et ne pas présenter cette signature. Un bijou retravaillé par un bijoutier spécialisé dans le domaine peut également avoir perdu son poinçon. Amis internautes, pour s'assurer qu'un bijou est en or véritable ou pas, le mieux est de se rendre chez un bijoutier expert avec votre bracelet manchette, votre boucle d'oreille pendante, votre collier ou toute autre pièce de bijou qui semble en apparence être en or. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Voilà, il faut quand même aller vers le bijoutier pour authentifier le bijou. Sinon, si vous mettez de la javel et que vous plongez le bijou, et qu'il change de couleur et que vous retournez vers le vendeur, il peut refuser. Tout à fait. N'est-ce pas, Francis? Et ce serait même légitime. Ce serait même légitime qu'il refuse. Ouais. Merci à vous, Francis Fahmi. Atifa Lafa, merci. On se retrouve dans quelques instants, juste après l'horoscope, pour le panel de discussion. Merci à vous, à tout à l'heure. Francis Fahmi, à demain pour Primatin. Merci à vous. Chers amis internautes, à présent, Aneldo nous revient pour les prévisions astrologiques. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour Abdelkader Achiro. Que nous prédisent les astres ce matin? De bonnes choses du côté des finances notamment. Amis Bélier, les propositions financières qui vous sont faites en ce moment sont toutes les plus alléchantes les unes que les autres. Il ne sera pas facile donc de faire un choix. Taureau, pour ne pas mettre à mal votre budget, vous saisissez toutes les opportunités. La bonne nouvelle est que la période est bénéfique. Vos finances retrouvent des couleurs. Gémeaux, à présent, vos forces morales vous permettent de vous sentir bien mieux dans les questions financières. Il est temps d'ordonner des projets. Vos qualités relationnelles et votre sens de la négociation seront vos meilleurs atouts aujourd'hui. Cancer, à présent, vous êtes peut-être un peu trop respectueux des protocoles pour rivaliser avec les concurrents qui n'ont aucun scrupule. Il ne sera pas facile d'utiliser votre honnêteté comme argument pour faire signer des contrats. Lion, c'est une excellente journée pour faire des transactions financières, pour signer un contrat, pour négocier ou pour vendre quelque chose. Vous devriez recevoir l'argent dont vous avez besoin, qu'il s'agisse d'un remboursement, d'un emprunt ou peut-être d'un coup de chance. Vierge, à présent, ne cherchez pas des complications là où il pourrait ne pas y en avoir. Vous gagnerez ainsi en simplicité de gestion. Balance, vous êtes parfaitement détendu et vous transmettez facilement votre bonne humeur aux autres. C'est une excellente configuration pour obtenir de l'avancement des signatures ou des contrats qui vous rapporteront des revenus que vous convoitez depuis un petit moment. Scorpion, à présent, placez vos pions. N'attendez pas pour vous faire valoir. Demandez ce qu'il vous revient
aller à l'essentiel plutôt. Cela vous permettra de rehausser le niveau de vos finances. Je reprends. Scorpion, placez vos pignons. N'attendez pas pour vous faire valoir. Demandez ce qui vous revient. Allez à l'essentiel. Cela vous permettra de rehausser le niveau de vos finances. Sagittaire, vous n'aurez aucun mal à faire des bénéfices aujourd'hui, surtout si vous exercez dans le domaine de la vente. Les rapports humains sont conviviaux et vos interlocuteurs sont faciles à convaincre. Capricorne, de grandes décisions dans le domaine financier sont à l'ordre du jour. Vous ne pouvez pas rester neutre devant des choix à effectuer aujourd'hui. Verseau, avant-dernier signe, vous êtes mobile et ouvert d'esprit aujourd'hui. Votre entourage a plein de bonnes affaires à vous proposer. Attirez-les par votre bonne humeur et votre enthousiasme. Poisson, pour finir, votre gestion est une gestion intelligente. D'un côté, il y a votre envie de faire des économies et de l'autre côté, vous pouvez vous permettre de profiter de votre argent. Vous avez la tête sur les épaules, néanmoins dépensez de façon maligne. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope de ce matin, Abdelkader. De toutes les prévisions lues, laquelle est la bonne? Je pense que c'est la prévision des lions. Parce que vous êtes lion? Non, pas forcément, c'est ce que les astres ont prédit. Vous pouvez reprendre pour les amis lions? Je reprends pour les amis lions. Chers natifs du signe lion, c'est une excellente journée pour faire des transactions financières, pour signer un contrat, pour négocier ou pour vendre quelque chose. Vous devriez recevoir l'argent dont vous avez besoin, qu'il s'agisse d'un remboursement, d'un emprunt ou peut-être d'un coup de chance. Donc nous souhaitons aujourd'hui peut-être que le grand patron peut nous distribuer de l'argent ce matin. Peut-être dans le cas de coup de chance. Dans un coup de chance. À vous, amis lions, bien sûr. Effectivement, seuls les lions, bien sûr. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation. Voilà, chers amis internautes, à présent, on va installer le panel de discussion avec Carles Kitome, Kanté Amoussou, Atifa Alafa et Nasrine Fatoumbi. Ils vont opiner sur les perturbations du réseau Internet il y a quelques jours dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Le panel de discussion avec Carles Kitome, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être à mes côtés ce matin. Bonjour à vous, Kanté Amoussou. Bonjour Kader. Merci d'être également là. Bonjour à Atifa Olafa et Nasrine Fatoumi. Bonjour à nouveau. Bonjour. Merci d'être là. Nasrine Fatoumi, l'anniversaire, comment ça s'est passé? On en reparlera au plateau. On en reparlera au plateau. On a un plateau? Hors plateau. Hors plateau. Pourquoi pas? Pourquoi hors plateau? Vous ne voulez pas inviter les amis internautes? C'est un budget. Si vous ne nous invitez pas, nous, invitez quand même quelques amis internautes. Alors dites-nous, Nasrine Fatoumi, comment avez-vous vécu les perturbations liées au réseau Internet il y a quelques jours? Depuis le 14 mars dernier, on a eu à constater quelques perturbations au niveau du réseau Internet, surtout du côté du réseau MTN. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup bouleversé. La preuve, le lundi passé, je devrais faire la rédaction de mon speech pour le JT parce que la connexion de guerre, je ne savais pas qu'il y avait eu conseil des ministres, donc je l'ai su grâce à une collègue. Donc, à cause du réseau, je n'étais pas au profit de l'information. Donc, vous n'avez pas suivi l'information correctement. Kanté Amoussou, vous, quel dommage cela vous a créé? Je vais dire étonnamment aucun. Pourquoi? Parce que j'étais sur un réseau, je ne vais pas faire la promotion de ce réseau-là. J'étais sur un réseau qui m'a permis quand même de me connecter librement et tranquillement. Lui, il n'avait pas de problème? Pas de souci en ce moment-là. Non, aucun problème. Atifa Alafa, c'était pareil pour vous aussi? C'était pareil aussi. Donc vous aussi, vous n'avez pas eu de problème? Non. Aucun? Non. Carles Kitome? Moi, j'ai un peu souffert de cela parce que c'est vrai que je suis abonné à plusieurs réseaux, mais j'ai privilégié un réseau et malheureusement, ce réseau était perturbé et je n'avais pas su au départ. J'ai pensé que je n'avais pas assez de connexion. Et donc, je m'évertuais à vouloir recharger. Et je me dis, mon téléphone devait avoir un problème. Je me suis rendu chez un vendeur pour dire, comme je n'arrive pas à recharger correctement avec ce que j'avais sur mon Momo, de recharger, il a fait, je n'ai rien remarqué qui a changé. Je dis, mais moi, j'ai mis du temps à réaliser que c'était un grand problème. Je me disais, mon téléphone et tout. Et c'est après 3 jours que je me suis rendu compte que pratiquement plus rien ne passait sur mon téléphone. Et j'ai essayé de passer
au second réseau. Et c'est là où j'ai compris que donc il y avait un problème. Et là c'était déjà général, tout le monde en parlait partout. Donc c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai écrit des choses et c'est resté. Mais bon, nous sommes devenus très très dépendants de cet appareil que nous avons en main. Et dès qu'il y a un petit bug là, vraiment, on est déboussolé. Alors, à la fin, vous avez dit que vous n'avez pas eu de problème de connexion, mais vous n'avez pas eu de difficulté à contacter d'autres personnes? Si, j'ai eu de sérieuses difficultés même, parce que la plupart de mes collègues, de mes proches étaient sur ce réseau-là en question. Donc, c'était un peu compliqué. Même les appels, au point où même les appels ne passaient pas. On avait même du mal à appeler pour prendre des nouvelles et tout. Pour prendre des nouvelles et tout. Kanté Amoussou, pareil aussi pour vous? Oui, pareil. Vous avez des difficultés, mais vous avez dit que c'était comme si, parce que vous êtes sur l'autre réseau, vous étiez à l'abri. Oui, je ne sentais rien. Vous ne sentiez rien pour avoir accès à Internet, mais pour converser avec les autres? Bon, pour converser avec les autres. Et là, c'est là que je déplore et le fait qu'il n'y a vraiment pas eu de communication autour, parce qu'au départ, on ne savait pas d'où venait le problème, donc on ne savait pas réellement. Puis moi, personnellement, pour avoir accès à Internet, j'avais accès, je faisais mes recherches, mais pour contacter d'autres personnes, ça devenait compliqué. Et donc, parfois, il faut qu'il y ait des communications pour que la population sache réellement ce qui se passe. Je crois qu'il y a eu quand même quelques communiqués. Parce que moi, je l'ai remarqué à travers les statuts ou des... communiqué. Il faut être connecté pour recevoir les statuts. Il faut être connecté pour recevoir les statuts. Pas au départ. Il faut que ceux dont vous suivez les statuts, il faut qu'ils soient connectés pour voilà, que vous ayez accès à la connexion. Moi, dans mon cas particulièrement, j'avais la plupart des proches avec qui je communiquais étaient même obligés de venir sur le réseau auquel moi j'étais pour pouvoir se connecter pour pouvoir se connecter c'est au troisième jour que j'ai remarqué, parce que je suis passé à un autre réseau et puis les statuts venaient, c'est là. Dès le premier jour, on peut quand même informer la population. Ils disparaît. On a du mal à... Non, mais je crois qu'il y a eu quand même des communiqués pour informer, pour sensibiliser. Même le réseau. Il y a eu également... Au moment où il y a eu la première panne, ils ont envoyé un communiqué pour informer qu'ils sont à pied d'œuvre pour quand même rétablir la connectivité. Mais c'est quand même des... Il y a les réseaux sociaux aussi. Les médias ont relayé cela également. Après, la directrice générale, elle également a effectué une vidéo dans laquelle elle s'est adressée. Ça a pris du temps. Oui, 5 jours après. Cette même vidéo-là a dû être relayée. Est-ce que ce n'est pas les relais qui ont pris du temps? Peut-être parce qu'on avait un sérieux problème. Non, mais nous sommes des abonnés et nous achetons régulièrement du crédit chez ces gens-là à qui nous donnent de l'argent. Ça veut dire que s'il y a un problème, nous devons le savoir. Ce n'est pas à travers d'autres personnes que nous allons avoir des problèmes. Pourquoi c'est souvent le problème de câbles sous-marins qui a toujours des problèmes? Si aujourd'hui MTN a un problème de connexion ou c'est un problème régional ou général, c'est toujours un câble sous-marin. C'est toujours le câble sous-marin qui est en problème. Mais ce n'est pas uniquement du côté de MTN. Même le réseau Celtis aussi avait pratiquement le même problème. Ce n'est pas uniquement MTN. Même Move aussi, à un moment donné, le réseau était saturé parce que les abonnés de MTN et Celtis ont viré vers Move. Ils avaient toute la cible, donc tous se sont mis sur la cible en fait. Oui, ce qui a fait qu'à un moment donné, le réseau aussi balancé. Balancé à ce niveau. Alors, on va suivre comment nos amis internautes ont vécu cette perturbation du réseau Internet il y a quelques jours. On va suivre un peu quelques opinions et on revient pour poursuivre les commentaires. Cela a créé beaucoup d'impacts négatifs parce qu'on ne peut pas accuser notre pays parce que j'aurais appris que c'est le câble sous-marin qui a le problème. Et même la Côte d'Ivoire, c'est lui qui est beaucoup impacté. Donc, sincèrement, je vais demander à nos dirigeants de vite corriger cela. Les réseaux sociaux d'aujourd'hui, si ça ne marche pas, c'est grave. C'est parce que tout est bloqué. Tout est bloqué. Vraiment, ça là, c'est pénible. Hein, parce que c'est-à-dire, la connexion d'Internet est devenue comme l'argent qui reste dans nos poches. Parce que vraiment, c'est perturbant. Nous sommes déjà attachés à cette technologie-là. Et c'est pénible, mais on est appelé de temps en temps à avoir de ces pépins-là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'Afrique soit un continent adapté à la nouvelle technologie? C'est ce qu'il faut. C'est sûr que ça a eu d'impact chez nous,
mais tout le monde n'a pas senti ça. Mais c'est que sûr, compte tenu de la vétusté de ces éléments-là, il faut changer, il faut corriger, il faut rénover. C'est très important. Pour que nos dirigeants africains essayent vraiment d'intensifier les réseaux d'Internet pour que les populations savent que c'est sur ça, eux ils font leurs affaires. C'est sur ça, ils font beaucoup d'affaires sur l'Internet. Et je crois que l'Internet aujourd'hui est à la base de plusieurs affaires. Paraît-il que c'est un glissement de terrain à quelque part sur le continent qui s'est produit et que ça a sectionné certains câbles de l'ADSL. Alors, paraît-il que le navire qui a l'habitude de réparer ça est déjà sur place et que nous allons attendre pendant 3 semaines. Vous voyez, mais ça nous fait beaucoup de défauts. Ça fait qu'il y a beaucoup d'affaires qu'on passe par l'Internet et que ça nous pénalise aussi. Nous souhaitons que les responsables de cette technologie se lèvent le plus tôt possible pour pouvoir remédier à cette histoire-là. Cette perturbation n'est pas bon. Les chefs d'État africains doivent se réunir et chercher des moyens pour pouvoir chercher des financements pour une grande connexion pour nous les peuples qui dirigent. Retour plateau, Kaleski Tomé, Quentin Amoussou, Atifa Olafa, Nansrine Fatoumi. Vous avez suivi à l'instant les amis internautes qui ont eu à opiner sur cette thématique du jour. Ils estiment également que cette perturbation a beaucoup affecté le climat des affaires. Oui, mais c'est normal que cela affecte le climat des affaires parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se font via Internet. Et avant, il y avait les courriers qu'on était obligé d'envoyer physiquement. Mais aujourd'hui, même votre CV, vous pouvez l'envoyer à une entreprise juste via Internet. Les gens vendent à manger. On vend beaucoup de choses. Beaucoup de choses se font sur Internet. Et même si vous avez des marchandises à commander via l'Internet, vous pouvez apprécier la qualité, savoir que c'est parti, avoir le connaissement, savoir un peu, suivre un peu votre marchandise. Donc, aujourd'hui, quand il y a même une seule journée sans Internet, il y a des entreprises qui ont beaucoup de pertes en ce qui concerne leur chiffre d'affaires. Il y a peut-être des commandes à livrer et quand la connexion ne passe pas, forcément, il y a beaucoup de pertes qui se font. Donc, c'est la situation qui a été vécue. Il faut voir, la plupart des jeunes aujourd'hui, c'est commerce en ligne, c'est si en ligne, on vend tout en ligne, même ce qu'on ne peut pas imaginer. Beaucoup de choses se font en ligne. Donc, c'est qu'on ne peut pas imaginer. Je dis, parce que tout n'est pas à vendre, mais on vend tout aujourd'hui en ligne. Vous avez accès à des produits que physiquement, il est difficile même de demander. Mais comme si on est, c'est comme pas Internet, on est derrière un miroir et puis on vous propose ça allègrement. Et vous savez, avec l'écosystème que nous avons aujourd'hui, même une heure de temps sans Internet, c'est beaucoup de pertes pour des gens. Même pour les banques, imaginez, vous êtes à la banque et après Internet, vous allez payer votre facture d'eau, votre facture d'électricité. Moi, je ne savais pas, j'ai essayé de payer ma facture d'électricité alors que j'étais menacé par une coupure. On m'a dit allègrement qu'il n'y avait pas de connexion. Alors que le gars qui devait couper était déjà là-bas en poste. Donc, vous voyez, forcément, il a fallu lui glisser quelque chose pour qu'il s'en aille. Là, vous êtes interpellé. C'est une perte d'argent. Non, mais donc, il a conscience qu'on est là-bas. Et on est allé au guichet. Lui-même, il vient du guichet. Il sait qu'il n'y a personne pour. On ne peut pas faire d'opération. Mais lui, les points à couper, bon, il a dû comprendre. Et forcément, c'est une perte d'argent. C'est une perte d'argent. Ça se répercute, ça, les répercussions. Et ça a d'énormes répercussions. Atifa, à la fin, il faut quand même dire qu'il n'y avait pas une absence totale de connexion, mais c'était lent, les messages n'étaient pas en instantanéité, par moment on a accès, par moment on n'a pas accès, mais le réseau qui était le plus concerné a quand même promis quand même 7 jours de bonus pour ceux qui ont eu à activer des forfaits durant cette période, pour ceux qui avaient des forfaits en cours, ils auront 7 jours de bonus. Si, espérons qu'ils tiennent leur parole, parce qu'avec MTN, on ne sait jamais. Ils l'ont toujours tenu. Ils l'ont toujours tenu. Moi, j'ai reçu déjà mon 7 jours de bonus. Bon, ah bon? Parfois, ils commencent par les abonnés parce qu'on n'a pas, tous les mêmes les numéros. Donc, des fois, on peut commencer par un 97. Non, est-ce que c'est pas dans le registre d'abonnés? Il y a les abonnés ordinaires, il y a les VIP, il y a les VIP. C'est un peu méchant, de privilégier certains abonnés. C'est une politique commerciale. Mais j'ai quand même remarqué qu'avec MTN, que dans le week-end,
la semaine où le problème s'est passé, le week-end, il y avait eu une certaine campagne sur MTN Hype où tu pouvais activer des forfaits appels, des forfaits internet et tout. Et ça c'était un peu facile pour les abonnés de pouvoir se connecter et tout, même si la connexion n'était pas aussi fluide, mais il y avait quand même ils étaient quand même ce moyen-là. Omnibulés par cette volonté quand même de satisfaire la clientèle. Oui. Et j'ai remarqué aussi que nos amis influenceurs, nos TikTokers étaient vraiment malades parce que comme Carles Kitomé l'a dit, il y en a qui ne vivent que de ça, que de la connexion Internet. Et comme on est à l'ère du numérique aujourd'hui, tout se fait de façon électronique, tout se fait en ligne. Donc voilà, il y en a qui étaient sérieusement malades. Mais c'était une belle aubaine, Kanté Amoussou, pour les réseaux concurrents de lancer quelques pics, d'effectuer quelques pauses pour essayer d'attirer des abonnés de leur côté. On a vu les ambassadeurs de certains réseaux que je ne peux peut-être pas nommer, mais qui n'ont pas manqué d'envoyer des posts constamment pour montrer que, bon, de leur côté, c'était la belle étoile. Exactement. Parfois, à un moment donné, je me suis demandé, mais qui sont ces chargés de communication là? Les CM n'étaient pas du tout amusants, ils envoyaient des petites publications et puis vous sentez que bon voilà, venez ça faisait beaucoup rire, oui, mais ça passait quand même une information capitale. Oui, justement. C'était quand même bien parce que heureusement qu'on a pu avoir un réseau qui nous a maintenir dans la ligne et tout. Puisque même ici, par exemple, nous avons besoin de la connexion Internet. Justement, on n'a pas pu mettre beaucoup d'éléments en ligne parce que les éléments pèsent beaucoup. Il y a quand même un côté que j'aimerais qu'on relève parce que à quelque chose malheur répond, dit-on. On a quand même vu des personnes qui ne pouvaient pas se passer de Internet une journée, mais qui quand même ont pu tenir. Et ils ont survécu. Ils ont survécu. On va la financer pas tomber. Oui, en partie, ils ont su se détacher de leur téléphone une journée au moins pour voir, voilà quoi, à part le téléphone. Il faut que ça arrive de temps à autre. Non, c'est rien à viser là. Mais c'est elle qui le dit, hein. Sinon que bon, je n'ai pas senti. Bon, j'ai les deux réseaux, oui. Donc dès que ça a commencé, si vous êtes de l'autre côté, automatiquement. C'est de la prostitution. Parce que sur l'autre côté, c'est vous qui le dites. De l'autre côté, il faut d'abord éteindre le téléphone, mettre sur mode avion, réallumer la connexion. Franchement, ça a énervé à un moment donné. Je me dis, non. Faut plus te fatiguer, il faut virer de l'autre côté. Donc mais vous allez de l'autre côté, vous êtes allé de l'autre côté, vous avez compris. Mais une chose est quand même claire, comme l'ont relevé les amis internautes de Carles Kitomé l'a précisé, beaucoup de transactions se font aujourd'hui via Internet. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui, après leur licence, après le master, n'ayant pas encore un emploi, se sont mis sur les réseaux sociaux. Peut-être d'autres préparent à la maison et c'est via les publications qu'ils font sur Internet qu'ils arrivent à écouler le produit. Et cela a dû affecter un peu les commerces. Oui, cela a affecté beaucoup de personnes. Dire. Nos amis qui vendent en ligne, les commerçants en ligne. Vous en connaissez, les commerçants en ligne? Oh, plein. Vous en êtes une également? Vous vendez en ligne aussi? Quelques rares fois. Tu pas dit avant. Donc avant, vous étiez commerçant en ligne? Ça rapporte des millions. Oui, je suis encore... Ça dépend du domaine. Voilà, ça dépend du domaine. Donc je suis en train encore de me lancer. C'est pour bientôt. Ah bon? Vous voulez vous lancer? Lancez, on va vous attraper. D'accord. Non, mais il faut remarquer que ce n'est pas un problème national quand même. C'est un problème sous-régional. D'autres pays en ont souffert aussi, peut-être même plus que nous. La Côte d'Ivoire en a souffert beaucoup plus que nous. Donc, c'est une affaire de politique, je dirais. Et d'après les informations que j'ai lues, par exemple, ça allait même au-delà de l'Afrique. Non, oui, tout à fait. Parce qu'avec le cas sous-marin, nous sommes quand même connectés à d'autres continents. Voilà. Donc, forcément, ça affecte les choses de plusieurs côtés. Et c'est ça, il faut avoir d'autres alternatives. Quand vous êtes chez vous, vous savez que vous dépendez de quelque chose. Il faut prévoir une solution quand il y a problème. Donc, il y a des réseaux qui ont fait le choix, qui sont carrés dans la technologie avancée, bien entendu, mais qui ont oublié qu'un jour, ils pourraient avoir ce genre de problème. De toute façon, quelles que soient les précautions que l'on prend. Et si la réparation devait durer plus que ça, je crois que il y aura toujours des problèmes et ce ne serait pas bien pour les abonnés. Ils pourront perdre quelques clients à partir de ce problème. Donc, il est souhaitable que nos États aussi permettent aux entreprises de pouvoir nous proposer beaucoup de choses. Parce que même l'État va en souffrir. La connexion, c'est utile pour que les choses se passent bien dans notre pays aujourd'hui, compte tenu
de l'écosystème dans lequel nous évoluons. Et je rappelle un ami internaute qui a dit, lui, que Internet est le problème, il n'y a pas de problème. Mais dès que les transactions financières où il a de l'argent dessus a de problème, que c'est disponible là. Mais il a voulu faire un distinguo. Les deux sont liés. Tout le monde peut faire des transactions avec le... Beaucoup de gens stockent de l'argent sur le smartphone. J'ai un ami également. L'opportunité de même au niveau de Celtis également, il y en a qui stockent de l'argent. J'ai un ami qui dit, ne m'envoyez pas de Momo. Parce que à quoi est on courant mais ça peut détonner à tout moment. Si ça disparaît. Je crois que c'est assez sécurisé, donc il n'y a pas péril à la demain. Merci à vous, chers débatteurs. Je crois que demain, on va revenir sur quelque chose d'actualité, notamment le drame de Fiyéhou avec Fiyéhou, voilà, à Figuerossé, où 2 élèves ont été emportés par les vagues de l'océan. On en parlera demain. Merci à vous, Kales Kitové. Merci à Kanté Amoussou. Merci à Tifa Olafa, Nasrin Fatoumi. Merci. Chers amis internautes, à présent, on va installer le promoteur du groupe de presse, Clément Adéotia Adéchian, qui est analyste chroniqueur politique. Avec lui, ce matin, nous allons parler de l'actualité politique nationale, de l'actualité au Sénégal et de l'actualité en Russie. Je le reçois pour vous avec Billy Gaël Laïbi. L'invité matinal de ce matin avec Clément Adéotia Adéchian. Bonjour à vous. Bonjour Kader, bonjour Billy Laïbi. Bonjour à vous Billy Laïbi. Bonjour Kader. Merci d'être à mes côtés. Clément Adéotia Adéchian. On démarre l'actualité nationale avec les suscitations de candidature d'Olivier Bokor et de Johannes Dayon. On a constaté que malgré le vote du code électoral, les citoyens, malgré tout, continuent de susciter les candidatures. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut y faire? Vous savez très bien qu'à 2 ans de la fin d'un mandat, d'une nouvelle épopée, il y a forcément les chapelles qui commencent par se mettre en branle. Et le pays est très dur. Et avec le manque d'emploi qui sévit dans le pays, la jeunesse a de quoi s'occuper avec les suscitations, les mouvements. Et que voulez-vous donc? Que subitement, qu'on vienne arrêter la machine qui est déjà en cours, où chacun va déjà chez son potentat récupérer de l'argent pour aller mobiliser quelques jeunesses sur le terrain. Tout le monde sait que ça se passe toujours comme ça, même si on sait qu'au fond, dans la réalité des faits, la plupart de ceux qui le font ne sont pas réellement des partisans ne sont que des courtisans, mais pas des partisans. Alors, rien ne peut les arrêter de sitôt. Ils continuent d'aller voir, que ce soit Olivier Bokor ou Johannes Dayon, dit, mais non, si on ne met pas la pression, le boss ne veut pas lâcher. Mais continuons. On ne doit pas quitter le terrain, parce qu'au dernier moment, quand il y aura la pression, quand il lâchera prise, mais avec qui nous allons composer? On doit maintenir le terrain. Alors c'est ce qu'ils font. Ils vont, pendant longtemps encore, continuer par soutenir de l'argent au mentor et pour garder le terrain, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'avec talent, rien ne se passe comme chez les autres. Selon vous, pensez-vous que le BR et l'UPR vont parler la même langue par rapport au code électoral? Est-ce qu'ils vont toujours s'entendre, vu que déjà, lors du vote électoral, les 2 partis n'étaient pas forcément unanimes par rapport au vote du code électoral? Est-ce qu'ils vont s'entendre? Alors, ce qui va se poser comme problème actuellement, c'est de savoir, parmi les candidatures qui sont suscitées aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, on aura un certain Diagonou, qui est le patron de l'UPR. On n'aura pas Abiyo Chane, qui est déjà folklore par rapport à la Constitution. Un certain Dayon, c'est possible. Wadaï, le ministre des Finances, c'est possible. Alors, tout se jouera autour du BR et de l'UPR. Alors, est-ce que vous pensez un instant que ceux-là vont abandonner de sitôt le contrôle de la machine? Absolument pas. Mais le code électoral étant ce qu'il est aujourd'hui, ils vont se tirer entre les pattes. Le BR et l'UPR, ça c'est sûr. Ils vont se tirer entre les pattes sur le terrain. Et étant entendu que, naturellement, avec 48 députés, l'UPR pas favori pour le contrôle du suffrage électoral. Si l'UPR pas favori, le BR sera la machine la plus faible. L'UPR a proposé de la convention qui a été introduite dans le code électoral, l'accord de convention pour montrer que quand le BR sera en difficulté, on va pouvoir lui tendre la main sur le terrain. Les députés du BR savent très bien que c'est de la comédie, que c'est pour le BR
c'est pour calmer le BR. L'accord de gouvernance a été institué. A été institué, mais ça ne règle pas le problème. C'est pour effacer le BR plutôt. Et si les députés, les élus, les conseillers, les maires du BR ne se lèvent pas très vite, c'est le BR qui va être effacé systématiquement de la scène politique et il n'y aura que le PR parce que ça va être difficile pour les joueurs venir d'éliminer les démocrates avec cela. Revenons à Olivier Bokor et Dayon. Vu les dispositions du code électoral, est-ce que cela ne suffit pas pour couper les suscitations de candidature de ces deux personnes-là? Mais non, je vous dis que ça ne coupera pas. Ça ne peut rien couper du tout. C'est une machine qui est en place. C'est une machine financière qui est en place. C'est une manne économique qui est en place. Machine financière mise en place par qui? Par les cotisants, par les jeunes qui n'ont plus de boulot actuellement, par des personnes qui, depuis 1 an ou 2, ont trouvé les moyens d'aller se ravitailler à une certaine source. Vous voulez donc que subitement, cela pourquoi cette fixation sur ces deux personnalités? Pourquoi ces deux? Pourquoi on ne suscite pas la candidature d'autres personnes? Oui. Que ces deux-là, beaucoup plus. Ils sont pas pingres. Ils donnent plus d'argent actuellement. Vous en avez reçu, vous? Non, pas du tout. Je ne suis pas les potes. Je ne suis pas copain des deux. Je suis indépendant. Je suis journaliste. Je suis opérateur universitaire. Donc, j'ai de quoi me concentrer sur mes activités suffisamment. Donc, j'ai quitté le marché. Il y a un moment, si j'étais encore présent sur le marché, certainement que j'aurais eu une filière, j'aurais eu une chapelle. Mais là, je ne suis pas sur le marché. Vous êtes sur le marché par contre, donc vous pouvez avoir l'oreille attentive et guetter si éventuellement quelques billets survoleraient nos fenêtres. N'hésitez pas à les rattraper rapidement. Alors, lorsqu'on revient à Olivier Bokor et Jean-Yves Dayon, selon vous, qu'est-ce qui peut justifier ce désir irrésistible de susciter de la candidature? Oui, parce qu'on sait que les deux sont très proches du chef de l'État. Vous savez que Dayon, c'est Bailly. Comme on le dit pour rigoler, Bailly et pour dire BAI. BAI, c'est la machine répressive redoutable que toutes les entreprises privées publiques reprouvent. Parce que quand on a envie de faire un contrôle de gestion, un contrôle de gouvernance, c'est Bailly qui va sur le terrain. Alors, quand Bailly est là, on sait que c'est Joris Dayon, naturellement. Donc, c'est l'homme de confiance. C'est le numéro 2 à la présidence. C'est le conseiller spécial. C'est la grande écoute, la grande oreille du chef de l'État. Donc, tout naturellement, si ce n'est pas Dayon, ça ne peut être que l'autre frère siamois du chef de l'État, Olivier Bokor. Parlons du code électoral. Il y a quelques jours, les partis de l'opposition se sont fustigés contre la conformité validée par la Cour constitutionnelle. Et on a même remarqué pendant la sortie médiatique la présence de la FCBE. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce que l'intérêt et l'enjeu est grand que la FCBE s'est ralliée aux membres de l'opposition? La FCBE est opposant, que je sache. Oui, opposant, mais il y a peu de temps, il y a encore peu de temps, les deux partis, les démocrates, c'est-à-dire les démocrates, la FCBE et les ne s'entendaient pas, il y avait toujours des pics qu'ils se lançaient. Et maintenant, là, on les voit ensemble et tout. Ça a été même critiqué au sein de l'opinion publique. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce qu'il y a des intérêts vraiment importants qu'ils se mettent ensemble? Alors, c'est normal. D'abord, parce que FCBE, c'est le parti de Yahya Boni au départ. Yahya Boni s'est retiré et la machine FCBE a continué. Mais Laura de Yahya Boni n'a pas manqué d'aider ce parti politique, surtout dans les zones septentrionales, à récupérer quand même quelques prébendes. Alors, mais dès lors que les démocrates se sont mis en selle, on a remarqué les difficultés de la FCBE lors des élections législatives. Alors, ceci dit, c'est normal, les alliances politiques, mais n'oubliez pas ce que la loi dit. Si vous n'avez pas 15% sur le plan national, l'accord de gouvernance, l'accord d'alliance ne peut pas se faire prévaloir. Et ça, il faut déclarer ça avant d'aller aux élections. Il faut déjà déclarer. Je suppose même que FCBE et les démocrates aujourd'hui, FCBE se retrouvent entièrement opposants. Aujourd'hui, ils vont aux élections avec les démocrates, avec l'accord préalable établi. Je ne suis pas si sûr que FCBE pourrait avoir 15% pour faire prévaloir un accord quelconque. Ces deux partis-là, l'un doit vivre pour que l'autre n'existe pas. Pour que l'autre n'existe pas, en fait. Les deux ne peuvent pas survivre parce qu'ils partagent pratiquement le même paysage. Soit on reconnaît l'un comme opposition et l'autre disparaît, ou on reconnaît l'autre comme opposition et l'un disparaît. Donc, à votre avis, qui doit disparaître? FCBE. C'est sans couvrir, c'est sans aucun doute. Parce que les deux ont porté la marque d'un personnage à un moment donné, Yahya Boni. Et Yahya Boni est affiché aujourd'hui directement avec les démocrates. Et ça, c'est vieux législatif. Alors, tout à l'heure, vous êtes en train de parler d'Olivier Bokor.
Pourquoi certains pensent qu'il est le plus indiqué pour assumer la relève? Vous avez parlé des qualités de Johannes Dayon tout à l'heure. Oui, la qualité de Olivier Bokor, c'est qu'il est le frère siamois jumeau de président Talon. Vous avez vu, après les griefs, après les rodomandades, après tout ce qu'il y a eu, ils ont voyagé encore ensemble. La semaine dernière, pourtant côte à côte. Le chef d'État est resté dans sa posture. C'est son frère, c'est son ami, celui avec qui il peut manger les yeux fermés. C'est le seul d'ailleurs dont il a assumé l'amitié publiquement. Oui, ça n'a pas changé en réalité. Et ça ne changera pas. Les principes sont clairs pour le chef de l'État. C'est mon ami, mais ce n'est pas celui qui a le droit de me faire des coups dans le dos. Alors, s'il est le plus indiqué, c'est le chef d'État qui le dira en son temps. Alors, si le chef d'État le dit, par exemple, à 6 mois des élections, et que sur le terrain, ses partisans avaient déjà baissé la garde, avec quelle mobilisation soudain il se retrouvera pour aller aux élections. Alors, donc, je crois bien que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont continuer par travailler de façon souterraine, en espérant qu'un jour, qu'il ait la faveur du chef d'État. Mais rassurez-vous, je vous confirme que Djagbonou ne lâchera pas prise. Il est le président de l'UPR, il est le président de son parti bien nommé. Il a démissionné de la Cour constitutionnelle, non pas pour serrer les bottes d'Olivier Bokor, mais pour viser lui-même le fauteuil. Vous le confirmez? Monsieur, je le pense en tant qu'analyste. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Sauf avis contraire, sauf si le chef de l'État en décide autrement au dernier moment. Et je crois que Djagbonou va être candidat. La preuve, vous l'avez vu, en boubou drapé comme un prêtre, la dernière fois au Nord, en train de faire sa tournée de président de l'UPR, ce qui est normal. Normal. En fait, il est dans ses prérogatives, dans ses fonctions. Alors, il a le droit de commencer par sonder son terrain en tant que président de son parti. Et il a la main, puisque désormais, c'est la présidence, l'organe de contrôle du parti qui détient les parrainages. Ce n'est plus les individus. Alors, donc, du coup, je ne veux pas qu'il forcerait la main à Djagbonou d'aller remettre ses parrainages à Olivier Bokor, sauf si le grand patron agit. Le grand patron. Et du côté du BR, pourquoi c'est un peu calme à ce niveau-là? La mission présidentielle. Et le BR, c'est limite. Avec 28 députés, c'est le parent pauvre de la situation. Et au sein du BR, on a remarqué que la plupart des suscitations de Olivier Bokor, ils sont beaucoup plus penchés. Alors, ça signifie que si l'UPR donne un candidat, étant donné que les deux sont les partis affiliés du chef de l'État, le BR serait obligé de se ranger par rapport à ça. Sinon, si le BR suscitait un autre candidat, une autre candidature, ça ne passerait pas parce que je ne vois pas, franchement, le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, aller contre le président Talon. Ça serait difficile. On se souvient qu'en 2016, l'ancien président Boniaï a perdu la main avec son candidat Lionel Zissou. Est-ce que ça pourrait être le même sort pour Patrice Talon? Est-ce qu'il va connaître le même sort en 2026, c'est-à-dire est-ce qu'il va voir sa majorité voler en éclats face à un nouveau visage, un nouveau candidat ou bien par rapport à l'opposition? Et ça rejoint un peu ce que vous avez demandé. Si effectivement le BR ne se retrouve pas dans tout ce qui se fait, effectivement, et que Biotchane les soutenait dans cette démarche-là, en allant choisir un autre candidat, par exemple, c'est que la majorité volerait en éclats. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, pour le problème que vous posez, alors, en supposant que systématiquement l'opposition a la main, la mouvance, j'allais dire, présidentielle, avec le président Talon, en supposant que la mouvance ait la main pour désigner son candidat, en ce moment, et que en face, les démocrates désignent leur candidat. Alors, qu'est-ce que vous posez? Est-ce qu'on peut se retrouver dans le même schéma que Yahi Boni, qui a bien cru dérouler tapis vert à son candidat Lionel Zissou et qui s'est retrouvé gros gens comme devant? Alors, première chose, si Yahi Boni avait choisi tout autre candidat que Lionel Zissou, il battrait Talon. Et le président Talon même le sait, le plus sérieusement du monde. Tout autre candidat, ici au Bénin, François Abiola, qui était là, ou Komi Kouché, qui avait un problème de 39 ans plus 1, avec la Cour constitutionnelle à l'époque, donc il n'avait pas les 40 ans, parce que la Cour a dit 39 ans plus 1 égale 40 ans, et puis revirement jurisprudentiel, on est revenu en arrière. Alors, Komi Kouché a été éliminé pour se positionner finalement à l'Assemblée nationale, et d'un cheveu, il est tombé. Alors, il ne s'est pas rabattu sur son vice-premier ministre, Abiola. Si c'était le cas, Talon perdait les élections. Parce que malgré un Yovo, en griffes, qu'on a positionné, vous avez vu, Lionel Zissou est passé devant, avec 28%. Avec quel argument Yahi Boni a pu expliquer
et à ces mandats, à ces électorats, surtout ses du parents. Nord, qu'on peut voter un Yovo, et ils l'ont voté quand même, les yeux fermés. Vous imaginez, c'est au sud qu'il y a eu la révolte, c'est au sud qu'on a inventé les Yovo bonsoir dans les communautés pour le dégommer. Systématiquement, il a été désingué dans la partie méridionale. Alors, si Yahi Boni avait un autre candidat, il passait haut les mains. C'est pour vous dire que c'est talent, un très bon candidat. Je ne vois pas comment l'opposition peut passer, à moins d'une révolution extraordinaire, et comme ça court aujourd'hui maintenant avec le Sénégal et autres là, possible, mais le Bénin n'est pas un pays de révolution, c'est très compliqué. Passons à présent à l'actualité au Sénégal par rapport à la présidentielle. On sait qu'il y a quelques temps, le pays a connu quand même une période mouvementée de la crise politique, mais il a connu aussi depuis hier sa 12e élection présidentielle et tout s'est passé dans le calme. Que pouvez-vous dire de cela? Sa 12e, vous avez dit? Pardon, sa 12e élection présidentielle depuis son indépendance. 12e ou 5e? Vous parlez de quelle statistique? Je vous ai 5e. formé pour avoir de très bonnes 5e. informations. Depuis Léopold Sédar Senghor, c'est le seul pays qui n'a pas connu de coup d'État. Vous savez, c'était le quartier général de l'AOF. C'était le siège même de la démocratie française en Afrique de l'Ouest. Et les choses se font toujours au baromètre près, au millimètre près. Il n'y a jamais eu moyen, effectivement, de voir chavirer la BAC. Avec Abdou Diouf, ça a failli être compliqué. Et finalement, l'opposant historique, avec sa révolution Sopi, je vais parler de Wade, sa tête tendue a fini par prendre le pouvoir. Le socialiste a renversé le traditionnel parti droitiste connu au Sénégal et tout. Alors, après Sopi, vous avez eu droit à Wade. Oui. Je crois bien. On a eu Wade. Ça fait 3. Ensuite, on a Macky Sall. Macky Sall, exactement. Ça fait 4. Qui est au pouvoir depuis 2012. Exactement. Et qui finit maintenant, qui doit transmettre le pouvoir. Le 2 avril prochain. Certainement, ou à Ba, ou à Faye. Je pense bien. Pour les tendances. Qui sont ceux qui viennent en tête de sondage? Oui, je viens de dire Faye largement, et puis Ba ensuite. Alors, c'est pour vous dire que ce pays, quand même, a connu cette instabilité, mais comme vous l'avez dit dans votre introduction, Macky Sall a joué avec le feu, en réalité. On ne peut pas être à la veille d'une campagne pour les élections présidentielles et en ce moment, tu suspends le processus électoral. Il a voulu jouer grave. À un moment donné, où il y a une certaine stabilité dans la région, où la CEDEAO jouait un rôle majeur pour donner des leçons au Niger, au Burkina et au Mali, et toi, Sall, quand même, tu fais les avant-gardistes de cette révolution-là. Et c'est toi, et Macky Sall, qui se lève pour dire tu arrêtes le processus électoral. Alors, je crois qu'il a très mal joué, totalement mal joué, malheureusement. Il a affaibli la CEDEAO. Et je crois que le peuple ne le ratera pas, parce que même s'il donnait une consigne de vote pour un candidat, ça ne passerait pas. Parce qu'il s'est affaibli. Et je crois que c'est ce qui se passe au Sénégal actuellement. Alors, Clément Diotadichian, est-ce que la volonté de Macky Sall d'arrêter le processus électoral était due à une volonté de vouloir s'éterniser au pouvoir, ou c'était lié à des questions de souveraineté? Non, il n'y avait aucun problème de souveraineté. Et vous savez, c'est comme lorsque vous êtes jeune, tel que vous êtes là, vous êtes très jeune là. Et moi, je suis de certain âge, je suis plus âgé que vous. Je ne suis pas encore vieux. C'est exact. Vous n'avez pas vu. Je ne suis pas encore vieux. Même s'il y a quelques cheveux blancs. Évidemment, il faut qu'on fasse la différence entre vous et Constantine, moi. avec votre complicité, si on voit quelques cheveux blancs là. Il n'y a pas de souci. Il faut qu'on fasse la différence entre vous et moi. Ça, c'est sûr, je suis plus âgé que vous. Mais vous n'êtes pas vieux. Non, il y a des moments où la vieillesse arrive et vous commencez par regretter beaucoup de choses. Et si je redevenais jeune? Mais ce n'est pas possible. Le retour en arrière est impossible. Donc ça se retrouve dans la même posture. De 2012 à 2024, si je revenais en 2012, Wade a fait la même chose. Wade a fait la même chose, si vous vous en souvenez. Wade ne voulait pas partir et c'est toute une révolution qui a porté Macky Sall. On a forcé la main pour que Wade puisse céder. Ça, quelque chose qui arrive en fin de mandat. Lorsque vous êtes en fin de mandat, vous avez l'impression que toute cette gloire-là, j'abandonne ça. Je ne peux pas décrocher à mes téléphones parce que tout le monde m'appelle. Et j'ai des personnes qui sont à mes petits soins.
j'ai les manettes de la République en main, à l'international, et je suis un demi-dieu. Et puis soudain, j'imagine que je deviens comme un personnage lambda. Le fait de penser ça, c'est pas un piège? Mais on le pense, c'est ça le problème, malheureusement. Je me souviens des élections où Kérékou devait passer la main au dernier moment. Et où, en 2006 En 2006, où une lettre bizarre a été allée à la Sénat pour arrêter le processus électoral. Mais si vous voyez comment les gens sont mobilisés pour que ça n'arrive pas, parce que si jamais on tombait dans ce piège où la Sénat demandait encore un délai de prorogation parce que matériellement, il ne pouvait pas organiser les élections en ce moment-là, mais c'était fini. Et Mathieu Kérékou ne bougerait plus. Il allait trouver un stratagème pour y rester. Vous avez suivi un peu aussi entre le président Talon actuellement, en temps, Patrice Talon, avec Yahya Boni. Tout ce qu'il y a eu entre les deux, c'est parce que mon ami m'a demandé de trouver un moyen de l'aider à s'éterniser au pouvoir et que j'ai refusé. C'est pourquoi j'ai été accusé de vouloir l'assassiner. Alors, vous avez vu, quand le mandat veut finir, il y a toujours de ces manœuvres qui arrivent pour vous faire croire, ou pour faire dire, ou pour faire tenter d'observer qu'on n'a pas envie de laisser le pouvoir. Macky Sall est tombé dans le péché de la fin du règne, la fin d'un mandat, la fin d'une vie. Et malheureusement, il a secoué son État. Que pensez-vous de sa sortie, sa récente sortie? Il a tenté de se racheter, il a tenté de remettre les choses en place. C'est à son honneur, parce que là au moins, il ne sort pas la fenêtre. Pour la première fois, en tout cas, depuis, il fait partie des présidents qui ne succéderont pas à leur propre, qui ne reviendront pas, il ne va pas poser candidature à sa propre succession. Parce qu'il a fini. Il fait partie des poids lourds du pays, c'est-à-dire à part lui, il y a l'opposant Ousmane Sonko. Aucun des deux n'est candidat à la présidentielle. Que pouvez-vous dire de cela? Oui, Sonko. Alors, dans les manœuvres qu'il voyait pour peut-être se maintenir encore au pouvoir, il y avait effectivement, il y a une modification de la Constitution où il a été suivi par la majorité des députés hypocrites. Il y a une tentative à la Cour constitutionnelle avec quelques sages de la Cour constitutionnelle vendus qui ont voulu l'accompagner à un moment donné. Mais la pression du peuple avec Sonko et toute la folie meurtrière qui en a suivi avec les jeunes qu'on a tués, qu'on a massacrés. Sonko est allé en prison. Mais aujourd'hui, on a fait de Sonko un héros. Parce que c'est la doublure de Sonko, Faye aujourd'hui, qui risque d'être président de la République parce que Macky Sall en a voulu ainsi. Parce que le traditionnel allié naturel de son parti politique aurait pu avoir les coups de franche pour gagner ces élections-là, mais avec son comportement, il n'a pas soutenu Ba. Avec son comportement, Ba aussi s'est détaché de lui. Avec ce comportement, Ba se retrouve comme un oiseau hybride. Il n'est ni animal, ni oiseau. Il doit y avoir un animal qu'on appelle comme ça, non? Alors, chauve-souris. Voilà. Ba s'est retrouvé sans le soutien de sa famille traditionnelle, sans le soutien de la jeunesse, récupéré déjà par Sonko et sa doublure, son affidé. Et rassurez-vous, je crois que Faye a été plus qu'une doublure de Sonko parce qu'il a ratissé l'âge. Mais je ne peux pas dire à l'heure actuelle qui peut gagner les élections parce qu'il faut se méfier des chiffres en Afrique, surtout lorsqu'on a des régions très éloignées qui n'ont pas encore envoyé leur vote. Les suffrages exprimés au niveau des capitales ne disent pas toujours tout lors d'une élection présidentielle. Alors, comme Adeoti Adéchian, tout à l'heure, vous avez rappelé un peu la grande aspiration qui a porté au pouvoir Macky Sall, cette volonté de pouvoir empêcher Wade d'effectuer un troisième mandat. Qu'est-ce qui amène la plupart de ces dirigeants africains qui, autrefois, étaient contre les troisièmes mandats à vouloir de façon irrésistible eux-mêmes, maintenant, une fois au pouvoir, effectuer le troisième mandat? Est-ce à dire que lorsqu'on n'est pas dans le pouvoir, on n'arrive pas à mieux cerner les réalités du pouvoir, ou c'est juste de la gloutonnerie? La fin d'une vie, comme je vous l'ai dit, tout se résume à la fin d'une vie. Pour l'instant, vous ne savez pas ce que ça signifie. Mais vous allez comprendre ça. Plus tard, je vous le souhaite de vivre longtemps. Hein? Je vous le souhaite de vieillir longtemps. Et de voir un peu ce qui se passe, les confessions de la fin d'une vie. J'aurais dû, je n'ai pas pu faire ci. Et ça me gêne beaucoup lorsqu'on a envie de nous balancer des tests de vieillards qui nous racontent que je n'ai pas pu faire ceci, faites-le maintenant. Ils ont eu le temps de le faire. Pourquoi c'est maintenant qu'ils veulent nous raconter que je n'ai pas pu faire ceci, je n'ai pas pu faire cela? Et c'est ce qui arrive aux hommes politiques. La fin d'une vie, la fin de règne, ça pose toujours un problème. Vous voulez perdre, vous avez beau amasser des milliards,
Mais vos milliards ne remplacent pas le prestige que donne un pouvoir lorsque vous êtes président de la République. Ce prestige est inégalé. Même si vous êtes président d'un petit État de 6 000 personnes, vous n'imaginez pas. On n'a pas envie que ça s'arrête. Et c'est ce qui se passe malheureusement. Et on se fait déstabiliser pour rien, franchement. Et c'est ce que Macky Sall a fait. Et il a souillé l'image d'une CEDEAO dont il devait être le porte-flambeau, malheureusement. Une question avant d'aller à un autre bord. Que pensez-vous, selon vous, si le PASTEF remportait la présidentielle, quel serait le sort de Macky Sall? Alors, première chose, si ce jeune polygame arrivait à gagner les élections... Pourquoi vous insistez sur sa polygamie? On est dans un pays musulman. Donc, il a le droit d'avoir 4 femmes. Donc, on aura 2 premières dames. C'est bien sûr, on peut en avoir 4. Vous avez beaucoup de Béninois étaient prêts à rejoindre Dakar parce qu'il y avait un candidat qui a insisté sur la nécessité aux jeunes d'avoir 2, 3, 4 femmes et qui seront payés en conséquence. Et beaucoup de Béninois sont encore dit, moi je m'en vais déjà à Dakar parce que là-bas, s'il y a un candidat qui gagne, nous sommes tous sauvés. Parce que là, on peut avoir 4 femmes là-bas. Et on sera payé en plus. Pour chaque femme, obtenir en plus. Et pour chaque enfant que vous avez de l'argent pour ça. C'est de l'assistance sociale. Alors c'était pour lui, mais Faye n'a aucun problème avec ces 2 femmes. Actuellement, il en aura certainement 2 en plus avec le pouvoir, ça c'est sûr. Mais c'est pour dire ce qu'on craint avec Faye, si vous lisez son programme, c'est 2 ou 3 choses. C'est un panafricanisme assez hautain par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans la sous-région avec l'AES et tout. Installer un panafricanisme à Dakar, alors ça crée directement un lien inattendu avec l'AES, parce qu'il a dit clairement, je finis avec le franc CFA, on va directement à l'éco, comme on l'a proposé au sein de la CEDEAO, où je crée la monnaie sénégalaise. Alors vous imaginez, déjà, ça va être déjà une partition directe avec la France. Et la France, qui, je ne sais pas si vous allez au Sénégal, c'est l'arrière-coupe directe. À part le Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire, c'est là où les Français sont le plus installés, c'est là où ils ont les activités, c'est là où ils ont tout. Alors, celui qui vient au pouvoir, forcément, va arrêter progressivement, il va tenter de le faire, va arrêter progressivement toute relation avec la France. On va créer une nouvelle filière, peut-être rusophonique. On va essayer de relancer un panafricanisme de jeunesse. Mais lorsqu'on vient au pouvoir, c'est pas toujours pareil. Et on pense autrement dans une chaumière que dans un château. Parce que je vous ai dit, quand Sopi a pris le pouvoir, le socialisme, on s'attendait à une révolution totale, de profondeur. Mais il ne s'est rien passé du tout. Mais est-ce que notre ami Faye, quand il va se retrouver avec la bourgeoisie de polygame, il aura le temps de se souvenir qu'il avait parlé de panafricanisme? Mais parlons de panafricanisme, Clément Adéotia-Deschillon, comment appréciez-vous cette hégémonie de la France qui est fortement en baisse depuis l'avènement de certains coups d'État avec la création de l'AES? Oui, ça aussi, il faut savoir l'analyser. Lorsque vous avez la main, vous avez à un moment donné vos anciennes colonies qui sont restées fidèles à vous, sachez à un moment donné abandonner peu à peu vos privilèges, vos prérogatives pour laisser les pays prendre leur envol peu à peu. On n'a pas eu l'impression que ça s'est passé à un moment donné avec la France. Elle n'a que des intérêts, elle a toujours clamé. Oui, mais sauf que c'est nos dirigeants africains. Je n'accuse pas la France en fait. Parce que nos dirigeants africains, pour des intérêts personnels, n'ont pas réussi à couper le cordon ombilical, à couper les amarres. C'est pas dû au fait qu'à un moment donné, ils ont peur que cette France se retourne contre eux. On a vu ceux qui ont voulu prendre de liberté, on a vu comment à la fin ils ont été salis, comment ils ont fini. Non, il y a très longtemps qu'on a fini avec ça. Longtemps qu'on a fini avec une France qui salit. Aujourd'hui, on est en mesure de négocier directement avec la France pour dire voici ce qui revient à l'Afrique directement, voici le partenariat que nous proposons. La France ne refuserait pas, mais les Africains, ils vont toujours lécher les bottes là aux dirigeants français et ils mettent le peuple en difficulté. Si un dirigeant s'affirme directement, le président Talon, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit haut et fort que moi je vais diversifier mes partenariats. Je n'irai pas vers la France, c'est ce qu'il fait. Les Chinois ont construit beaucoup de choses au Bénin et ils continuent encore d'en construire. Les Turcs en construisent, les Français en construisent. Je crois qu'un État sérieux peut le faire. Je suis contre le systématiquement bashing. Le bashing systématique, là-bas la France, ça n'a aucun sens, c'est du ridicule. Personne ne se passe, lorsque tu es un pays francophone, du leader, de celui avec qui on a été pendant longtemps. C'est exactement comme si tu as trouvé une petite femme, tu dis que ta grande femme elle est mauvaise.
d'un coup, quoi. Parce qu'il y en a trouvé de plus jeunes, de plus agréables, de plus fraîches. Non, ce n'est pas bien. Il faut toujours essayer de concilier les intérêts, les diversifier. Donc, je ne suis pas contre d'avoir une petite femme quand on en a les moyens, mais il ne faut pas en abandonner la grande. Donc, je ne suis pas contre que les États trouvent les moyens. Et si on en a les moyens, vous me regardez comme si je vous encourage à une bêtise. C'est pas ce que j'ai dit. Alors, vous êtes un État, il faut diversifier les partenariats. Il faut être capable d'aller chez tout le monde et non remettre tout dans les mains d'un seul partenaire. Ça vous lie pieds, mains, coups et tout. Et puis après, vous ne vous débattez plus. Je crois que c'est ce qui va se passer avec le Sénégal. Il ne réussira pas à un moment donné à mettre un trait, à faire du bashing français systématiquement. Et puis, les débats du franc CFA, quittons le franc CFA, est si délicat que si vous regardez ce qui se passe au Nigeria aujourd'hui, moi je me souviens qu'à un moment donné, lorsque tu as 1000 francs nigérians, c'est que il te faut débourser 3000 francs CFA, 4500 CFA. Ben, aujourd'hui, lorsque tu as 1000 francs nigérians, c'est 300 francs CFA. Je crois bien, ou 350 francs CFA. C'est devenu si dangereux que lorsque vous voulez parler de votre monnaie, de votre pays, je ne suis pas économiste, je ne suis pas économiste monétaire, mais je vous dis, les risques sont grands que tous les pays qui gèrent leur monnaie, mais alors vous n'avez pas d'un pays qui garantit votre parité. Ben, vous allez voir le CFA chuter à 1200 francs, 1300 francs contre 1 euro, tout de suite, rapidement. Et on va en arriver là, si tout le monde, les yeux fermés, parce que ce que vous mettez sur le marché pour garantir la convertibilité de votre monnaie doit être si conséquent pour que vous puissiez bomber le torse. Qu'est-ce que les pays ouest-africains ont aujourd'hui à vendre de façon plus concrète? Qu'est-ce qu'on a proposé? Le Nigeria, qui est le pays le plus riche de l'Afrique. Regardez ce qui se passe avec Sonaïra. Nous, en Afrique de l'Ouest, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on a de l'uranium dans quelques sous-sols, du pétrole. Ils en ont trouvé suffisamment à Dakar actuellement. Et voilà, quelques minerais. Ça suffit déjà pour qu'on dise on peut créer notre monnaie, qu'on sera un pays fort. Mais non, allons doucement, allons mollo. Apprenons à distinguer l'agitation émotionnelle de la raison raisonnante, de la raison qui pense, qui réfléchit plus loin, qui dit, mais derrière ce que j'ai dit, là, est-ce que ça peut se réaliser effectivement quand on se lance dedans comme ça? On ne le fait pas souvent. On s'agite beaucoup parce que le peuple, la masse, aime l'agitation. Et quand quelqu'un se dit, ah bah, oui, ah bah, tout le monde dit, oui, c'est bon, ah bah. Mais quand tu finis de dire, ah bah, va t'attacher à ma coucher, et dis, mais est-ce que tout ce que j'ai raconté dehors là, sérieusement quoi? Est-ce que c'est réalisable? Mais parce que si on ne le fait pas souvent, en réalité, on va pleurer. On soit tout le temps dans les émotions. On va pleurer. Parce que l'émotion, comme on le dit, le premier président sénégalais, l'émotion est toujours nègre, mais la raison est hélène. Utilisons la raison de temps en temps pour réfléchir, pour savoir là où nous allons. Sinon, panafricanisme, panafricain, comme je les appelle, c'est pas toujours ça en réalité. Il faut qu'on aille. Et de savoir qu'il n'y a aucun pays qui viendra soutenir un pays africain juste pour dire mais je vous accompagne dans votre mobilisation et dans votre révolution. C'est faux. Le pays qui vient vous accompagne dans votre révolution s'installe aussi pour dire bon écoutez, tout ce que l'autre prend, vous me virez ça rapidement, c'est moi qui gère ça pour vous désormais. Mais vous aurez un peu plus d'argent qu'avant, mais je gère ça pour vous. Et la présence de la Russie en Afrique désormais, son extension, c'est toujours comme ça. C'est quelque chose à craindre? On a besoin de partenaires. On a déjà fait ça. Vous avez oublié ce que vous portez là, légèrement arrangé, ça devient Col Mao. Col Mao au Bénin, dans les années, vous n'étiez pas né, dans les années 72, c'était la Russie, c'était la révolution marxiste-léninisme que le président Kérékou nous a ramené, qui nous a étouffé, on a changé même de drapeau. On a eu l'étoile rouge. La place Lénine. L'étoile rouge, place Lénine, on a eu tous les révolutionnaires de l'Europe de l'Est étaient béninois. On a déjà vécu la Russie en Afrique. C'est pas nouveau, sauf pour ceux qui viennent de naître. Donc nous connaissons la suite. Mais s'il n'y a pas de différence avec cette Russie de Poutine aujourd'hui? Aucune différence. Il n'y en aura pas. Parce qu'un pays de l'Est reste un pays de l'Est. Un pays de grande dictature reste un pays de grande dictature. Quoi qu'on dise, la seule différence, c'est que c'est une Russie qu'on secoue, mais c'est une Russie qui continue de se développer. Il faut avoir la mentalité, effectivement, de Poutine, de dire contre l'adversité, je peux me développer. Mais il ne faut pas que l'Afrique rêve en pensant que si la Russie s'installe en Afrique désormais, on sera meilleur qu'avant. C'est faux. Parlons à présent de l'actualité en Russie où 137 morts, dont 137 personnes, dont 3 enfants ont connu la mort dans l'attaque de Crocus City Hall à Moscou. Et les autorités ont annoncé hier dimanche que les enquêteurs russes ont précisé que excusez-moi.
Vas-y, reprends. Parlons à présent de l'actualité en Russie où 137 personnes, dont 3 enfants, ont connu la mort lors de l'attaque du Crocus City Hall à Moscou. Que pensez-vous de ces attaques-là? Vous avez même réussi à prononcer le mot d'une manière ou d'une autre. Moi, je n'ai même pas retenu le nom de la... Je sais que c'est une banlieue très proche de Moscou. Effectivement, et il y avait 7000 personnes qui s'y trouvaient. Et c'est assez extraordinaire parce que la Russie aujourd'hui fait partie des pays les plus sécurisés du monde. N'oubliez pas, ils sont en guerre. Ils sont en guerre avec l'Ukraine. Et quand vous êtes en guerre, ça veut dire que vous êtes hautement sécurisé. Ensuite, il y a une élection présidentielle qui a eu lieu le week-end d'avant. Alors, s'il y a une élection présidentielle, ça veut dire que les militaires circulent encore fortement dans la ville. Mais ils sont passés par où ces assaillants aussi aisément? Ils ont passé une heure de temps, pratiquement. Je crois bien, si je ne me suis pas trompé, à bousiller. Non, pas autant. Mais ils ont mis trop de temps pour agir comme le font habituellement les hommes de Daesh quand ils veulent frapper. Alors là, ils ont mis plus de temps. Alors, vous avez vu, ils ont marché. Il y a des images. Ils ont marché, ils ont arrosé, ils ont mitraillé. Ils ont eu le temps maintenant de verser du carburant, de jeter le cocktail Molotov et de brûler vivants et des personnes, dont des enfants. Alors, comment ça s'est passé? Ils sont passés par où? Vous pensez qu'ils ont reçu un coup de main de l'intérieur? Non, je ne veux pas affirmer tout pareil parce qu'il y a eu des morts, il y a eu des enfants qui sont décédés. Il faut éviter les affirmations gratuites quand on est un journaliste. On ne peut faire que des hypothèses. Il me dit, comment ça s'est fait qu'une Russie aussi organisée sur le plan de la sécurité a pu voir exécuter une manœuvre aussi basse sur son territoire avec Poutine? C'est assez extraordinairement épatant. Ce qui m'épate encore le plus, qui confirme qu'il y a un miracle, c'est qu'une heure de temps après, les assaillants ont été arrêtés. Oui. Tout au moins 3 ou 4. Une heure de temps après. Et justement... Comment ils ont fait? Ils ont eu le temps d'exécuter leur manœuvre. Et puis une heure de temps après, c'est qu'on les a arrêtés quand même. Je crois qu'il y a c'est miraculeux. Il y a un guissou, hein? Non, il y a un miracle. Non. Et justement, le président russe, lui, ne parle pas d'assaillants. Il dit que c'est l'Ukraine qui est responsable de cela, parce que il dit quand même que les assaillants avaient été capturés lorsqu'ils fuyaient vers l'Ukraine. Mais Kiev a contredit, Kiev a refuté cette affirmation-là. Que pensez-vous de la réaction de Poutine? Il ne parle pas d'assaillants. Les Américains, bien avant ça, savaient que ce coup va être dirigé contre l'Ukraine pour pouvoir trouver un moyen. Vous savez, il y a aujourd'hui maintenant 2 ans, en février, ça fait 2 ans que la Russie, qui a parlé d'une opération éclair pour donner une leçon à l'Ukraine, se retrouve aujourd'hui dans une guerre. On passe d'une opération éclair à une guerre. Alors, lorsque vous êtes en train de mobiliser votre peuple pour une guerre qui dure 2 ans, le peuple commence par être lassé. Alors, lorsque le peuple est lassé, il faut bien le remobiliser. Il faut bien trouver les moyens d'envoyer encore des jeunes au front pour aller faire la guerre. Il faut trouver des moyens chocs. Et nous sommes dans un pays de révolution populaire. Et quand on est dans un pays de révolution populaire, tout est possible pour remobiliser le peuple. Alors, si le Daesh qui a revendiqué cet accord a été aussi bête pour aller attaquer la Russie en ce moment précis, ça veut dire que le Daesh a donné un coup de main salvateur à Poutine. Franchement, parce que ce n'est pas le moment d'aller frapper la Russie. Alors, c'est donner un coup de main salvateur à Poutine pour dire, mais vous voyez, ce que je vous dis, c'est ça. Nous sommes ciblés, nous sommes les ennemis des grandes puissances. Ils ont trouvé les moyens de ces ennemis, de l'autre ennemi planétaire connu, à nous frapper de l'intérieur. Mais si on va plus loin, il y a 20 ans, quand même, les Tchétchènes, parce que quand on dit le Daesh, l'État organisé de l'État islamique, ils sont partout. Ils sont en Tchétchénie, c'est des musulmans. Ils ont déjà frappé la Russie il y a 20 ans. Ils frappent un peu partout en Europe. Tous ceux qui ne font pas allégeance à Allah, ils doivent être frappés. Ils sont des mécréants, il faut les frapper. Il faut détruire. Ça s'est passé exactement au Bataclan. Ce qui s'est passé actuellement dans ce City Hall, comment vous l'avez appelé déjà, en tout cas en Russie. Donc ça s'est passé au Bataclan. Exactement de la même manière, où il y a eu autant de morts, presque, qu'en Russie actuellement. Donc ils ont l'habitude de le faire. Mais alors, le faire actuellement avec la Russie, réellement, si c'est le Daesh qui l'a fait, c'est assez con, avec un État russe aussi organisé, et ils ont donné une âme à la Russie
de bomber le torse désormais et de repartir à l'assaut de l'Ukraine et de ses alliés occidentaux. Mais je refute catégoriquement la thèse que l'Ukraine puisse faire ça. C'est pas con, on ne se tire pas une balle dans la tête. La preuve, l'Ukraine a frappé a frappé des cibles dans la Crimée, dans la mer de la Crimée, des bateaux de guerre russes, 2 précisément, et ils l'ont dit. Parce que c'est des prises militaires. Lorsque tu fais une prise militaire, tu l'annonces. Tu communiques là-dessus pour montrer que nous sommes en guerre, j'ai frappé, j'ai fait ci. Mais pas du terrorisme. Tous les États sont unanimes pour combattre le terrorisme. Même ceux qui sont contre la Russie ont été obligés de sortir un communiqué pour déplorer ce qui s'est passé en Russie. Aucun État sérieux ne soutient le Daesh et son organisation. Et selon vous, dans ce contexte actuel, que revendiquerait le Daesh en faisant cette attaque? Quel est le message envoyé par ce massacre? Rien. Le même message, tous ceux qui soutiennent actuellement l'État hébreu dans le contexte où on est massacré, confiné dans la bande de Gaza et tout. Mais je ne vois pas, pour l'instant, la Russie a dossier à fouetter. La Russie est très préoccupée sur un front. La Russie n'est pas concernée du tout par ce qui se passe en Israël. La Russie n'a envoyé aucune aide à Israël actuellement. Alors, je ne vois pas comment la Russie était préoccupée. En ce moment précis, la Russie ne peut pas être une cible privilégiée du Daesh. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'où ils sont sortis subitement ces assaillants? D'où ils sont venus pour aller faire un coup pareil? Franchement. Donc, des questions se posent. Et comment se fait-il que subitement, ils prennent le chemin de l'Ukraine et 1 heure de temps après, entre la Russie et l'Ukraine, je ne sais pas combien, par avion ou par vélo ou par voiture, il faut combien de temps pour atteindre une frontière entre la Russie et l'Ukraine? On les a arrêtés, déjà tout de suite. Et quelqu'un déjà passé aux aveux pour dire que j'ai pris de l'argent pour le faire. Ça va vite avec ce qu'on connaît du Daesh. Ça va très vite. Ça sent un coup monté. Ça sent un miracle. Et lorsque les États-Unis disent avoir prévenu la Russie en début de mars par rapport à cette attaque-là, pensez-vous que c'est parce que la Russie a été un peu négligente, qu'elle n'était pas éveillée? Oui, lorsque vous avez des informations, parce que le Daesh, pour frapper, quand même, donne des signes. Actuellement, la France est en état d'alerte maximum par rapport à quelques endroits ou cibles, ou même des attentats qui ont été déjoués. On sait que le Daesh va frapper aisément. Alors, on ne se lève pas pour faire un attentat. On bouge des pions. On commence par réveiller des foyers dormants. Parce que ce n'est pas des personnes qui arrivent dans votre pays, en fait, qui vont commettre les attentats. C'est des personnes qui vivent avec vous, qui sont nées dans votre pays parfois, et qui sont déjà, de la population. Qui sont déjà idéologisés, qui sont déjà convertis, qui sont moulés. À un moment donné, il reçoit le signe pour dire maintenant, ton heure a sonné. D'aller rendre gloire à Allah. Dit d'accord. Lorsque tu reçois le signe, c'est que maintenant, toi, tu rentres en nation. C'est en ce moment que tu actives ton foyer qui était là, mais on appelle ça foyer dormant. Donc, tu réveilles le foyer dormant. Et le foyer dormant se met en ébullition, commence par bouger des pions. Et lorsque tu bouges des pions, si un service de renseignement est très organisé, on vous épingle, on vous suit, on vous ramasse. Certainement, il y a des informations que le Daesh va frapper ces temps-ci dans certains pays en Europe, dont la France. Maintenant, si la Russie l'a négligé, c'est pourquoi il dit que le Daesh a été suffisamment con pour aller frapper la Russie en cette bonne période de grâce pour la Russie. Et parce que 137 personnes, pour le bonus que ça offre à Poutine, franchement, paix aux âmes des victimes, mais bienheureux à Poutine. Que dites-vous des menaces que pour faire certaines autorités russes face aux militaires français? C'est les militaires français, c'est la France qui a fait voter une loi, demander s'il faut donner suffisamment de l'aide et de renfort, au besoin même possible d'envoyer des troupes au sol pour soutenir l'Ukraine. C'est la France qui a fait voter une loi. Alors si la France est prête à faire voter une loi pour aller soutenir l'Ukraine, au point même d'envoyer des troupes au sol, c'est normal qu'en Russie, on s'y prépare également. C'est de bonnes guerres. C'est normal. Moi, je suis contre l'invasion de l'Ukraine, ça c'est sûr et certain. Je n'ai pas d'état d'âme là-dessus. Nul n'a le droit d'aller être fort, aller envahir un faible parce qu'on est puissant. Mais est-ce que les motivations paraissent fondées? Non, pas du tout. Toute puissance a ses limites. Moi, c'est pas parce qu'on est puissant qu'il faut aller montrer aux faibles qu'on est puissant. Ça ne se fait pas. Celui qui fait ça, tout ce qui est puissant et qui écrase un faible, moi, je suis radicalement contre. Donc, je suis totalement contre l'invasion de l'Ukraine. Je suis entièrement pour que les pays
qui soutiennent l'Ukraine comme ils le font en envoyant du matériel de soutien et moyens financiers, ils le fassent. Mais s'ils envoient des troupes au sol, mais là, ça devient une guerre directe avec la Russie. Là, ça va être chaud. Ça va embraser le monde. Et alors, par contre, je ne soutiens pas ça. Je voudrais qu'on continue d'aider l'Ukraine à tenir aussi longtemps. La preuve, la Russie va s'essouffler si ça continue comme ça. Après 2 ans, tant que l'Ukraine a les moyens, il peut affronter cette guerre. L'Ukraine, c'est peut-être le 10e du territoire de la Russie. Pourtant, ça tient depuis 2 ans. Avec tout ce qu'on continue à soutenir l'Ukraine de la façon la plus vaillante possible, avec des F-16, des avions de chasse puissants, surtout les drones, qui sont d'un moyen très, très apprécié quand on est en guerre de proximité, guerre lointaine, où vous pouvez bousiller les moyens de défense de l'adversaire de très loin. Je crois qu'ils n'ont qu'à continuer par le faire ainsi, mais pas de trop. Pensez-vous que la voie diplomatique peut amener Poutine à changer d'avis aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'il y a des dirigeants il n'y a plus de sauf la Chine. Si la Chine dit, bon, si tu n'arrêtes pas, je ne commerce plus avec toi. Parce que la Russie était à 10 milliards de chiffre d'affaires annuel avec la Chine, mais quand les Européens lui ont coupé le biberon et qu'il s'est retourné, désormais, il s'est retrouvé seul face à la Chine, il est passé à près de 200 milliards. Alors, si la Chine, qui est son partenaire privilégié aujourd'hui, peut lui parler, peut dire, mais écoute, arrête ce que tu fais, ce n'est pas bon, mais je ne crois pas que ça va se faire. Donc le président chinois a encore son mot à dire? Oui, absolument. Je crois que le seul diplomatiquement qui peut infléchir la position de la Russie, parce que si la Russie perd l'Europe et perd la Chine, je crois que ça va vraiment l'affaiblir. Mais tant qu'il y a la Chine, qui fait pratiquement le quart de l'humanité avec l'Inde réunie, ils font le tiers déjà avec l'Inde, tant qu'il peut avoir cette population-là, ces deux dirigeants, ces 2 peuples à entretenir, je crois que la Russie a encore de beaux jours devant elle. Une dernière question personnelle. Je précise, vous en tant que père de famille, que pensez-vous du fait qu'on mêle des enfants à ce genre d'attaque-là? Que les enfants soient tués parce qu'il faut louer Allah. On n'a pas mêlé les enfants. Les enfants sont en spectacle. Ils ne sont pas allés dans une maison tirer sur les enfants. Si ça peut être dommage collatéral. Si vous allez bombarder une salle de spectacle, une famille est arrivée avec les enfants, je crois que s'il n'y a que 3 enfants sur 137, pour l'instant, ça veut dire qu'ils ont fait le maximum pour éviter les enfants. D'accord. Mais parfois aussi, on remarque que des enfants font partie des cibles, je vais dire des personnes formées dans ces camps-là. Parfois, on les forme aussi. On enrôle des enfants à tirer, à lancer des bombes et tout ça. Que pourriez-vous dire de cela? Oui, mais si on vous prend à votre âge pour vous faire croire maintenant que le djihad voudrait que tous les mécréants soient tués, tous ceux qui s'attaquent à Allah, aux enfants de la soient tués à votre âge, vous allez dire non, je suis mature, ce que vous dites là ne passe pas. Mais quand on vous prend à 6 ans, 7 ans, on commence à vous endoctriner, vous grandissez avec, et à votre âge, on ne peut plus vous enseigner le contraire, c'est difficile. Donc voilà ce qui se passe avec les formateurs recrutés qui endoctrinent déjà les enfants depuis le bas âge. Si vous avez fait un peu l'école coranique, vous allez comprendre. J'en ai fait la même expérience tout petit, mais ça frappe, ça chicote, sérieusement. Imaginez... C'est pour éduquer. Ah oui, avec la chicote, c'est douloureux. C'est douloureux, mais vous voyez que souvent ils sont. Vous avez vu l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Khan avec le maître des Dialobé qui devrait s'occuper de Samba Diallo à l'école coranique. Mais là, l'enfant rentrait avec les écorchures. Je crois que le jour où on lui a annoncé qu'il devait aller continuer à l'école des Blancs, oh là là, c'était une délivrance, il a sauté. Et c'est grâce à sa grand-mère, la Grande Royale, qui a dit, bon, allons essayer aussi chez les autres pour voir ce que ça donne. Finalement, je crois que quand il est allé en France étudier la philosophie, je ne vous fais pas vous présenter l'exposé de... Avec la chicote, c'est du forcing, en fait. Oui. La chicote, c'est pas forcément pour éduquer, c'est pour obliger à aller vers la chose. Non, je ne veux pas s'attaquer à une religion parce que j'ai mes ancêtres, mes grands-parents qui sont musulmans. Je veux dire, c'est une manière d'insister sur le fait que parfois, il faut faire passer la vertu dans l'âme par la peau. Quand la peau est douloureuse, l'âme réagit plus vite. Merci à vous, Clément Adéotia-Deschamps, pour toutes ces analyses. Merci, elles sont très intéressantes et très informatives. Merci une fois encore à vous, Billy Laibi, pour m'avoir tenu compagnie tout au long de cet entretien. Voilà, chers amis internautes, qui vient mettre un terme à Fruit Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité constante à ce programme télé sur Esaü TV. On se retrouve demain mardi par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, belle suite de programmes sur Esaü TV.